Bonjour mesdames et messieurs, nous nous retrouvons encore à nouveau pour poursuivre nos cours de soins infirmiers et en médecine et nous allons parler cette fois-ci des pleurésies. Regardez les images que vous voyez, c'est deux images de poumons, vous voyez là, il y a deux images de poumons, regardez là encore, il y a une image aussi de poumons, mais cette fois-ci c'est envahi, vous voyez, c'est envahi d'un épanchement liquidien. C'est de ça que nous allons parler. Cet envahissement des poumons par cet épanchement liquidien, on appelle les pleurésies. Et de ça, nous allons parler le long de ce cours. Donc, les pleurésies. Nous disons que les poumons sont recouverts d'une membrane protectrice, tout le monde le sait, qu'on appelle la plèvre. Et celle-ci est formée de deux feuillets. La plèvre est formée de deux feuillets. C'est juste un rappel anatomique qui glissent l'un sur l'autre lors des mouvements respiratoires. Et le feuillet viscéral, deux feuillets donc pariétal et viscéral. Le feuillet viscéral, c'est celui qui est appliqué directement contre le poumon. Et le feuillet pariétal est appliqué contre la paroi de la cage thoracique. Entre les deux feuillets-là se trouve un espace dont le volume est normalement infime, qu'on appelle la cavité pleurale. Cette cavité pleurale contient un liquide qui est sous forme de lubrifiant, qu'on appelle le liquide pleural. Et c'est le lubrifiant qui permet le glissement de ces deux feuillets l'un contre l'autre. Donc, comme on l'a dit, la plèvre, donc, on rappelle, est une membrane séreuse à deux feuillets enveloppant chacun des poumons, viscérale entourant le poumon et s'institue dans les sciures, il rentre dedans, et pariétale, donc appliquée contre la carène thoracique. Après ce bref rappel des feuillets, nous disons que à la fin du cours, que vous, les apprenants de la première année, infirmières, sages-femmes et maïoticiens, puissent être capables donc de reconnaître un patient atteint de pleurésie. En logique spécifique, il faut définir les pleurésies sans erreur. Il faut citer au moins 3 causes de pleurésie. Il faut décrire les signes cliniques de la pleurésie en se référant au cours et donner le rôle de l'infirmier sans erreur. Décrire. Voilà notre fil conducteur. On a déjà fini l'introduction, définition, étiologie et tableau clinique, facteurs favorisants. Il faut dire que l'inflammation aiguë ou chronique de la plèvre avec ou sans épanchement constitue ce qu'on appelle la pleurésie. Donc, si vous demandez qu'est-ce que c'est la pleurésie, c'est une inflammation aiguë ou chronique de la plèvre avec ou sans épanchement. Et une pleurésie sans épanchement est appelée pleurésie sèche. S'il n'y a pas d'eau, on appelle ça pleurésie sèche ou pleurite. Donc, nous allons voir deux types de pleurésie. Il en existe deux. La pleurésie primitive, qui est une enflure des tissus pleuraux par colonisation de microbes ou une blessure ou une tumeur. Et la pleurésie secondaire est causée par une autre affection à distance. Une autre affection à distance de la poitrine, soit une pneumonie, une tuberculose ou un abcès du poumon. Tout à l'heure, lorsqu'on faisait le cours sur la pneumonie franche lobaire aiguë, on vous a dit que quand ce n'est pas traité, il va y avoir une surinfection. Et cette surinfection pourra aboutir à un abcès du poumon ou une pleurésie. Vous voyez. Donc ici, nous allons étudier la pleurésie. Il y a deux types, la pleurésie primitive et la pleurésie secondaire. Quels sont les signes fonctionnels? Ici, les signes fonctionnels sont inconstants. Je dis signes fonctionnels, c'est les signes ressentis par le malade pour lequel il se rend donc à l'hôpital ou dans une structure de santé. Alors, les signes fonctionnels sont inconstants. Il s'agit de la douleur thoracique qui est ressentie à type de point de côté, accentuée par la toux, l'inspiration profonde et les changements de position.
L'inspiration, c'est l'entrée d'air dans les poumons à travers les fosses nasales. Donc, lorsque le malade a la douleur thoracique, cette douleur va être accentuée. Ça fait plus mal, la douleur va s'augmenter, va s'accroître avec la toux, avec l'inspiration profonde et le changement de position. Et c'est une douleur qui va irradier, c'est-à-dire va monter vers l'épaule. La fièvre peut être présente ou absente. Donc, au cours d'une pleurésie, il peut y avoir une fièvre, comme ne pas avoir de fièvre. La toux sèche, d'abord une toux irritative qui va exacerber la toux. La douleur s'accroît, l'intensité de la douleur s'accroît avec la toux. Donc la toux est sèche, une toux irritative, mais qui ne va pas cesser. Le malade va tousser, et donc, pendant qu'il tousse, la douleur va devenir de plus en plus forte. Il va exacerber la toux. Cette douleur qui peut être très vive au début, elle va s'atténuer en général lorsque l'épanchement se produit. Au début, lorsque l'inflammation se produit et que le liquide n'est pas encore constitué, la douleur est très vive, mais lorsque le liquide est constitué, la douleur va diminuer. Et donc, le malade, au cours donc de sa pleurésie, va avoir une gêne respiratoire qu'on appelle une dyspnée, une difficulté respiratoire, à type de tachypnée, une accélération du rythme respiratoire. Superficielle, surtout lorsque l'épanchement n'est pas encore constitué ou lorsque le liquide est très abondant. Vous voyez un peu quand on va, pour ceux qui vivent au bord des marigots et des fleuves et tout ça, quand le fleuve est en crue et que ça coule, vous ne voyez pas de bruit. Vous ne savez pas que l'eau coule. Alors quand l'épanchement est abondant, la respiration est superficielle puisque les poumons sont envahis de liquide. Les signes physiques, c'est ce que l'opérateur, le médecin, il va relever à partir de ses organes de sens, donc à l'examen clinique. On va mettre en évidence à l'examen les trois signes majeurs de la pleurésie. Il y a l'abolition des vibrations vocales à la palpation, qui se traduit donc par le passage des vibrations vocales entre elles. Il y a, lors de l'auscultation, on n'entend plus le murmure vésical, et puis la percussion donne une sonorité à type de une sonorité mate. Au début de la maladie, il y a un frottement pleural qui peut être entendu. On a dit qu'il y a deux feuillets qui se frottent. Donc au début, pendant que le liquide n'est pas encore constitué, les feuilles vont se frotter et qui ressemblent au bruit d'un cuir neuf. Alors vous qui portez les chaussures neuves, hein, les dames qui portent les balleries, vous appelez ça ballerie. Quand vous marchez, vous entendez un bruit quink, quink, quink. C'est le cuir neuf qui donne ce bruit-là. Donc, au début, quand l'équation n'est pas encore créée, quand on va écouter, on va entendre ce bruit de frottement-là. Cela est dû donc, hein, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les deux feuillets de la preuve qui se frottent l'un contre l'autre avant l'épanchement. Je vous ai montré d'entrée. À la radio, voilà ce qui va vous revenir. Regardez. Le côté gauche, là, côté droit, s'il vous plaît, côté droit, qui est envahi par le liquide. Tout ça, c'est le liquide pleural. C'est la radio qui va confirmer ce liquide pleural-là. À l'état biologique, on va prélever le liquide pour aller faire des examens. Les examens cytobateux du pur ou alors du liquide. Le médecin va ponctionner les tubes à essai et puis on va déposer au laboratoire à la recherche du germe, le BK, le bacille de Koch ou un autre germe. Le bacille de Koch, c'est le bacille qui est responsable de la tuberculose. Donc la pleurésie fait de type tuberculose. Une biopsie pleurale faite dans les pleurésies à liquide clair pour mettre en avant des cellules cancéreuses. Donc si le liquide n'est pas purulent et qu'il est clair, on va faire une biopsie pour voir est-ce que ce n'est pas des cellules cancéreuses qui sont donc
à la base. Quels sont les facteurs favorisants? La survenue généralement sur des terrains fragilisés. Donc la pleurésie va survenir généralement sur des terrains fragilisés. Je ne sais pas si vous avez remarqué, toutes les affections pulmonaires dont nous parlons surviennent sur des terrains fragilisés. Et s'aggravent. On a parlé de la bronchite. Chez le sujet sain, la guérison est spontanée. Mais sur le sujet dont le système immunitaire est affaibli, la maladie pourrait s'aggraver. On n'a pas aussi la même chose pour la pneumonie franche lobaire aiguë. Sur le sujet sain, la gravité n'est pas même chose que sur le sujet fragilisé. Ici encore, la pleurésie va survenir aussi chez les sujets fragilisés, diabétiques, immunodéprimés, les malades dont le système immunitaire est affaibli. Donc, la pleurésie va survenir sur ces terrains-là. La pleurésie peut apparaître aussi secondairement suite à une infection de voisinage. Il va y avoir une dilatation des bronches, les bronches vont augmenter de calibre, soit à la suite des cancers des bronches ou des ponctions pleurales faites sans asepsie. Voilà. Ça peut survenir aussi à une infection à distance. Les infections de voisinage, les bronches sont voisins des plèvres. Donc, ils sont voisins, c'est une infection de voisinage. Mais lorsque l'infection provient de loin, regardez un peu, l'oreille est distant des poumons, les dents, l'appareil gynécologique, tout ça, c'est distant des poumons. Donc, quand l'infection, la bactérie qui a infecté, le germe qui a infecté au niveau de l'oreille, de la gorge, du larynx, ou au niveau de la dent, ou au niveau de l'appareil génital, si ce germe-là migre par les voies lymphatiques jusqu'au poumon pour créer une pleurésie, on parlera donc d'une infection à distance. Donc, l'infection à distance peut être d'origine ORL, dentaire, gynécologique, une septicémie. Le traitement, regardez là, le poumon va pouvoir se présenter. Voilà le liquide pleural qui est là. Voilà l'aiguille de ponction, le trocar, voilà la seringue. Voici la position que prendra le malade. Vous allez voir deux images devant. La ponction pleurale, donc, sera à répéter en vue d'évacuer le liquide. En cas d'une pleurésie purulente, on va faire des ponctions, lavage, avec du sérum physiologique. C'est-à-dire, on va extraire le pus et on va remettre du sérum physiologique, on va réaspirer jusqu'à ce que le liquide que nous attirons, nous retirons soit clair. Parce qu'on est ponction, lavage de plèvre. C'est-à-dire, là, l'opérateur, le médecin, et là, le médecin arrêté dans le dos, et vous, infirmier, vous serez en face du malade pour suivre les réactions du malade. Pendant que le médecin pique, vous avez le liquide qui le retire, là, le liquide marron. Voilà. Pendant qu'il retire, vous êtes en face du malade. Vous surveillez les différentes réactions. Le faciès du malade, vous suivez le faciès du malade. Les réactions du malade, si le malade transpire, si le malade, vous voyez qu'il ne peut plus répondre, vous demandez au médecin, ah, chef, le malade ne répond plus. Voilà. Recherchez donc la cause et la traiter. À la voie générale, qui est basée sur l'antibiothérapie. Si on a isolé, si on a mis en cause le bacille de Koch qui est responsable de la tuberculose, alors on va mettre le malade sur traitement antituberculeux tout simplement. Et ça va tarir, ça va sécher. Le rôle de l'infirmier donc de la ponction de plèvre, comme tout à l'heure je vous disais, la ponction de plèvre, c'est l'introduction d'une aiguille dans la cavité pleurale en vue de prélever le contenu. On va introduire une aiguille à gros calibre dans la cavité pleurale où le liquide a envahi et on va retirer le contenu. C'est ce qu'on appelle la ponction pleurale. Quel est le but de cette ponction pleurale? D'abord, dans un but diagnostique, on va faire une ponction exploratrice
une ponction biopsie de la plèvre. Ponction exploratrice, le médecin va ponctionner, il va retirer le pus, on va vous donner dans un tube à essai, on va aller explorer, on va chercher les germes qui ont créé cette pleurésie-là. C'est l'exploration. On va prélever un fragment de la plèvre, et puis on va envoyer au laboratoire d'anatomie ou pathologie. Ici au CHU, c'est le laboratoire vers la morgue, là. C'est vers le CHU. Déposer cette pièce, et puis on fait les analyses. Ça, c'est à but de diagnostic. Il y a la ponction évacuatrice. Évacuer, vider. Donc, on va vider le contenu pleural. Ceci va soulager le malade. Le malade, les poumons sont chargés d'eau, il n'arrive pas à respirer, il est dyspnéique. Et donc, quand on va vider ce contenu-là, le malade sera soulagé. Ponction évacuatrice. Ponction thérapeutique, on a dit tout à l'heure, on va ponctionner, on va évacuer, on va laver, on va injecter des médicaments à l'endroit, de façon locale, et pour pouvoir guérir le malade. Donc, ponction thérapeutique. Alors, quels sont les buts donc de la ponction pleurale? Nous le résumons. La ponction pleurale est faite à but diagnostique, à but évacuatrice et à but thérapeutique. Il faut retenir les buts de la ponction pleurale. Diagnostic, on va explorer pour isoler le germe. Évacuatrice, ponction évacuatrice, on va vider le contenu pour soulager le malade. Ponction thérapeutique, on va penser faire un lavage de plèvre et on va ajouter des médicaments pour guérir le malade. Alors, votre rôle, donc, va préparer le malade. La préparation du malade, c'est informer le malade qu'il s'agit d'un acte simple et courant. Il faut lui expliquer le déroulement du soin. Il faut rassurer le malade et demander sa collaboration. Mettre le malade en confiance. Cher ami, c'est un acte simple, c'est un acte courant. Voici le médecin va venir, je suis devant toi, je serai avec toi, le médecin sera là. On va être juste une aiguille, on va évacuer ce qui est dans les poumons là-bas, tu vas bien respirer. Voilà, il faut le rassurer, le mettre en confiance, mettre sa collaboration. Vérifier la présence des radios dans le dossier. Si il n'y a pas de radio, que le médecin va regarder, est-ce que la pleureuse se trouve à gauche et ça se trouve à droite, où il va piquer. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas de risque d'hémorragie. Est-ce que le malade ne prend pas des anticoagulants? Il faut s'assurer. Le malade est souvent tendu, donc il faut administrer donc, la prémédication que le médecin a demandé. Il va vous dire, bon, par exemple, il fait lui 1 mg de Valium, ou bien il fait lui 2 mg. C'est juste pour détendre un peu le malade. Le matériel fonction du type de ponction à effectuer. Mais il comprendra toujours le matériel pour l'anesthésie locale, soit l'asilo, les seringues stériles, produits anesthésie, voilà, un haricot, la bétadine jaune, le matériel courant, coton, sparadrap, haricot. C'est courant parce que dans pratiquement tous les soins, vous avez besoin de haricots, de sparadrap, de bétadine jaune. Voilà. Et ça, il faut le préparer minutieusement. Préparez votre chariot de soins. Avant même l'arrivée du médecin, préparez le chariot de soins, préparez les radios, et les bilans à côté. Parce qu'il va regarder ça avant de s'engager. Vous faites l'acte en collaboration. Vous êtes devant le malade, lui il est derrière le malade. Voilà. Le type de ponction, une ponction évacuatrice, un trocard, une tubulure, un aspirateur électrique, et puis le bocal gradué pour recueillir le liquide pleural. La ponction lavage de plèvre, un trocard, une seringue, une cupule stérile, du sérum physiologique, et puis un produit médicamenteux. Pour une ponction exploratrice, on a besoin d'un trocard de gros calibre, que la sérosité puisse y pénétrer, une seringue de 20 ml, des tubes à essai. Les tubes à essai, on va mettre le liquide dedans pour envoyer au laboratoire. Donc, un contient un anticoagulant, et puis l'autre est un tube sec. Pour une ponction biopsie, il faut prévoir un fixateur de formol pour le prélèvement. Et la membrane, le fragment que vous devez prélever, pour ne pas que ça se détériore et ça rentre en putréfaction,
il faut mettre dans du formol pour la conservation. On pourra prélever ça depuis Korogo, depuis Odiéné, pour faire venir à Abidjan s'il y a le formol. C'est un conservateur, un fixateur. L'élément de surveillance, comme je l'ai dit, la participation de l'infirmier pendant l'acte consiste donc à installer le client en position assise, demi-assise ou couchée. Il faut surveiller les constantes pour tension, respiration, le faciès, le visage du malade, la transpiration et les différents malaises que le malade pourra éventuellement. Il faut surveiller la perméabilité du drain, les tuyaux qu'on va prendre, il faut pouvoir surveiller. Il faut surveiller le débit de l'écoulement, la quantité, l'aspect du liquide. Surveiller les malaises, la sueur, la dyspnée. Si le malade tousse, dans ce cas, il faut faire arrêter la ponction. Il peut y avoir quelques incidents et accidents. L'incident, c'est des faits mineurs qu'on peut rattraper. Or, l'accident, c'est aussi grave. Et l'accident est grave que l'incident. On peut ponctionner puis ne rien voir. On a vu sur la radio, on pense que c'est une pleurésie, on ponctionne, et puis le liquide ne sort pas. C'est une ponction blanche. Il peut y avoir une hypothymie. Le malade peut s'affaisser brièvement, mais sans perdre connaissance. Et on peut avoir l'édème aigu du poumon. Les poumons pourraient être éventuellement envahis par de l'air fini de l'extérieur si on ne fait pas attention. Il peut y avoir des embolies gazeuses. Je vous remercie donc pour votre aimable attention. Malheureusement, je ne vous vois pas pour qu'on puisse échanger